Et là, il y a quelqu'un qui est apparu sur les écrans il y a 3-4 ans, et qui est tout à fait remarquable. Alors ces derniers temps, comme vous le savez, j'ai été un peu paresseux. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je regardais beaucoup de vidéos d'actualité. Donc cette idée qu'il faut que tout le monde prenne sa retraite à 62 ans, ou qu'à 64 ans, c'est d'une imbécilité foudroyante. Et aussi j'étais un peu déprimé, je ne trouvais pas vraiment ma voix et tout ça. Et puis il y a une copine qui me dit, ah tu devrais regarder, il y a un professeur de psychologie canadien qui fait des vidéos remarquables, il y a beaucoup de choses sur internet, ça prend une dimension internationale et tout. Alors j'étais un peu réticent parce que moi les psychologues, j'ai toujours un a priori que m'a donné mon professeur de maths quand j'avais 16 ans. Il nous disait souvent, oh, ce genre de questions, c'est là pour les psychologues. Donc il marquait un peu son mépris pour tout ce qui n'est pas d'une rationalité impeccable. Et moi je plaçais la psychologie dans cette catégorie-là. Et je suis retourné à ma vidéo et alors je suis tombé sur ceci. Et alors, avant de parler de ça, peut-être je voudrais vous dire un petit peu comment je l'ai découvert. Vous savez, on passe sur le YouTube, de temps en temps, on regarde des gars, etc. Et puis, il y a, je sais pas, 4-5 ans, j'ai vu apparaître ce gars-là, qui était donc un professeur à Toronto, de l'Université de Toronto, et il avait une musique différente. C'est-à-dire que quand les gens parlent, il y en a qui ont une longueur d'onde, si vous voulez. Donc la longueur d'onde des gens qui parlent dans le poste, c'est grosso modo ce qu'on a sur France Inter tout le temps, donc vous vous arrêtez assez peu. Et donc j'ai commencé à l'écouter, et plus je l'écoutais, plus je le trouve intéressant. Parce que c'est un homme qui est donc extrêmement brillant et qui est en recherche. C'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui, de l'expliquer. Il va chercher des explications dans la Bible, chez Nietzsche, chez Dostoïevski. Quelque part, c'est une démarche qui ressemble un petit peu, pas vraiment, mais enfin c'est un peu comme René Girard. Vous le lisiez et d'un seul coup, vous savez, vous vous promenez dans la forêt le soir, et puis vous voyez rien, et puis il y a un coup d'éclair, et d'un seul coup vous voyez tout, et puis vous voyez plus rien. Et donc, c'est ces gens qui vous expliquent des choses, et vous vous dites bon sang, mais c'est bien sûr, et vous avez l'impression qu'il vous éclaire le monde. Et comme lui, il part d'un point de vue qui était la psychologie, qui n'est pas un truc qui m'a passionné, hein, dans ma vie. Moi, je partais de l'économie, des faits, etc. Lui, il part de la psychologie, mais il part de la psychologie avec une base complètement scientifique, c'est-à-dire des surveys, des sondages, des analyses mathématiques et tout. Donc, ce qu'il dit, pour quelqu'un qui est comme moi, un but d'une pensée rationnelle, eh ben, c'est passionnant. Donc, ben voilà, on va vous en parler. Mais moi, depuis 5 ans, je suis ce gars-là, je me dis vraiment ce qu'il dit est bien. Alors la grande difficulté, c'est de parvenir à transposer cette énergie, cette musique en français. Alors il y en a qui le font, qui mettent un doublage, mais je trouve qu'on perd tout ce qui est intéressant quand on met un doublage, parce que l'essentiel c'est une question d'énergie, de rythme, et donc pour vous faire sentir tout ça, je devais sous-titrer. Cela m'a pris pas mal de temps. Et donc la contrepartie, c'est que je ne ferai pas beaucoup de commentaires, seulement si c'est vraiment nécessaire. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec en exclusivité une conférence de Jordan Peterson. I went on her Twitter site today to find out how many followers she has, but apparently I'm not one of them because I'm blocked. And it kind of surprises me because I didn't know that I'd ever tried to follow her. But anyways, she said, and this was interesting, she said, I'm a Christian and a Marxist. And I thought, no. You can only be a Christian and a Marxist if you, well, there's a couple of ways. One is that you just want to be all things that are good at once, regardless of their internal contradictions. And so that would be one reason. And another reason would be that you don't know anything about Christianity or Marxism. And
then the next would be that you're just compartmentalized. You know, like there's this idea that people can't hold two contradictory thoughts in their mind at the same time. Well, that idea was formulated by someone who's never met a human being, because you can hold like 50 contradictory thoughts in your head at the same time, as you know, whenever you argue with someone that you love, because you love them and maybe you even like them, but you also hate them and you wish that you could just crush them right there and then. And so, like, that's a lot of contradictory ideas, and that's probably only like half the contradictory ideas that are running through your mind at the moment. You know, so man, you're so full of contradictions that it's just beyond belief. And the only time, I mean, I know this because I read undergraduate essays. And what's interesting about undergraduate essays is it's so interesting because the undergraduate will make a claim in paragraph 1, and then in paragraph 7 will make the opposite claim, and they won't notice that they're intellectually incommensurate. And you know, that might happen 30 times in the essay. And the reason that works is because, well, they haven't been called on the paradoxes, but also because they haven't had to live the paradoxes through, because you really only straighten out your thought when you have like impulse A and impulse B, and they conflict at the same time, right? And you can either do one or the other, but not both. You know, if it's A today and B tomorrow, well, then you can hold those ideas simultaneously. But if it's A or B right now, then you have to decide, is A more important or is B more important? You have to put them in a hierarchy, and then you have to act them out, and you have to see what happens. And so then you find out if you're full of contradictions, and part of the way that you iron out your contradictions, which is very, very hard to do, is that you go out and you do a whole bunch of things in the world, like Socrates did. You go, you have your adventure in the world, and you put your ideas to the test, and those that work out in a paradoxical or counterproductive manner you dispense with or put lower on the priority list or something like that. And that's how you discover that, you know, you can't hold incommensurate views simultaneously. Carl Jung said that something like, paradoxical views that are not made conscious will be played out in the world as fate. And that's really worth thinking about too. So if you have your, let's call it your typical negative experience, you know, this thing that just seems to just keep happening to you, bad luck, let's call it, it's highly probable that there's a set of ideas that are occupying you, preoccupying you, possessing you, that are driving you in this direction continually, and that you can't or won't work out the contradiction, and as a consequence, you know, maybe you think every woman is your mother, and you haven't noticed that you think that, and that you know, and it is something that people think because women are, or mothers are women, and it's not a bad initial template, but you know, you gotta modify it to some degree. And you know, if that's an unconscious idea that you have and you continue to play it out, you may run into your continual habitual negative experience with women, and you'll wonder what the hell is wrong with women, but it isn't the women that has the problem, it's you. And you know, if you run into problems with women all the time, then it's highly probable that the problem is you. So, not always, but generally. Alors ici, j'aimerais faire remarquer deux choses. Premièrement, qu'il n'a pas encore parlé de christianisme ni de marxisme, et deuxièmement que c'est tout à son honneur parce que on lui demande son opinion et il ne la donne pas comme ça d'emblée, non, il commence par planter un décor, il commence par asseoir des hypothèses et après avoir demandé à son public d'accepter ou non ces hypothèses, il va construire quelque chose dessus. Donc là, on pourrait dire qu'il fait œuvre de philosophe, parce qu'il y a deux sens du mot philosophe. Le premier sens, c'est de dire simplement que ce sont des gens qui se posent des questions et qui répondent aux questions. Mais ça, on pourrait dire que c'est la pensée, c'est pas seulement la philosophie. Mais la philosophie elle-même, en quoi est-ce qu'elle consiste? On pense à Platon quand il disait à
à la porte de l'académie, il était mis que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc là, c'est un sens plus étroit de la philosophie. Il s'agit de construire quelque chose sur la base d'hypothèses, exactement comme en géométrie, ou en géométrie, on a Euclide, par exemple, qui construit toute une construction intellectuelle sur base d'hypothèses, sur base de demandes. Donc il demande à son public d'accepter des hypothèses, et là-dessus, il construit quelque chose. Donc là, maintenant, Jordan Peterson nous a planté un décor, et maintenant, seulement, il va faire entrer les personnages. So let's go into this Marxist and Christian idea here just for a minute. So we'll start with some of the ideas of Marx. Well, Marx believed that people were basically socially constructed so that we were blank slates, and that whatever our nature was given to us essentially by our surroundings, but even more importantly by our social class, right? Because Marx was a theorist of social class and believed that the primary dispute, let's say, the primary motivator of human history, the primary driver of human history was something like the rich versus the poor, the bourgeoisie versus the proletariat, and that was a consequence of your social upbringing, and that your group identity was paramount. Okay, so there's nothing about that that's vaguely Christian. That's not how the Christian worldview works. It's not how the Judeo-Christian worldview works, because in that worldview, you're fundamentally an individual. Your nature is fundamentally attributable to you by God. You're fundamentally responsible to God, and and history itself is something like the playing out of your relationship to the transcendent. So those things aren't the same. They're not commensurate. You can't believe both of them at the same time. Peterson nous disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être chrétien et marxiste en même temps, au même niveau, comme ça, qu'il fallait construire une hiérarchie. Alors, j'imaginais qu'il y avait deux grandes familles de possibilités. Soit on était d'abord chrétien, et puis en tant que chrétien, on s'intéresse au marxisme. C'est l'exemple, par exemple, de Hugo Chavez. Ou bien, inversement, on est d'abord marxiste, et en tant que marxiste, on s'intéresse au christianisme. Ça, c'est plutôt l'exemple de Pasolini. Mais avec ce que Peterson vient de dire, il y a une troisième possibilité qui s'ouvre dans mon esprit, c'est qu'on soit chrétien et marxiste en dépendance de quelque chose de plus élevé encore que le christianisme et le marxisme. Donc, par exemple, ici, je pense à la science. Donc, si la science est la recherche des causes, alors on pourrait, au nom de la science, s'intéresser au marxisme qui s'intéresse à certaines causes, et au nom de la science, s'intéresser au christianisme qui s'intéresse à d'autres causes. Ainsi, on a l'histoire qui est expliquée par en bas, c'est le marxisme, ou l'histoire qui est expliquée par en haut, c'est le christianisme. Donc je crois que peut-être Peterson durcit un peu les deux définitions, parce que si on dit que chacune des deux doctrines revendique la primauté, ben forcément elles ne peuvent pas avoir la primauté en même temps. Mais si on dit que la primauté c'est la science, alors chacune, le marxisme et le christianisme, viennent apporter une réponse parce qu'ils viennent éclaircir un certain nombre de causes. Et voilà, je pense à une image, on pourrait penser, qu'est-ce qui explique l'histoire d'un arbre? Bien, c'est d'une partie, en partie c'est la géologie, la composition du sol, les engrais, ça c'est le marxisme, c'est les causes qui viennent d'en bas, et en partie la météorologie, les conditions atmosphériques, les sécheresses, et donc ça c'est les causes d'en haut. Et donc pour expliquer l'histoire totale de l'arbre, il faut à la fois la géologie et la météorologie, et les deux se complètent parce qu'ils apportent des causes différentes. Marxism is a materialistic philosophy. It's predicated on the idea that
essentially, an idea that Dostoevsky criticized in great depth was that if you just made people rich enough, let's say, if you deprived them of their privation, if you equalized their economic status, let's say, that the utopia would come to light upon earth. And, you know, I have a certain amount of sympathy for a viewpoint like that because, you know, who likes starvation and misery? You know, there's nothing positive to be said about that. But I think Dostoevsky was right, too, in his criticism of Marxism, although he wasn't directly aiming this at Marx, in Notes from Underground, where he noted that, you know, if you gave people what they wanted in terms of, let's say, bread and circuses, if they had, as he said, nothing to do but eat cakes and busy themselves with the continuation of the species, which is kind of a nice phrase, that the first thing they would do is take a hammer and smash things just so that something improbable and strange would happen, just so that we could have our way. You know, and it's kind of a recapitulation of the idea of original sin in Dostoevsky's subtle manner, is that we're the sorts of creatures that, you know, what did he say? We're ungrateful. That's the thing that primarily distinguishes us from animals, is we're ungrateful and that we can curse. That was what he thought made us different than animals. And that even if we got what we wanted materially, that wouldn't satisfy us because we're not the sorts of creatures that can be satisfied with material possessions, let's say, or material comfort, because it isn't even obvious that we're after comfort. I mean, what do you want? You want to just lay in a feather bed and eat peeled grapes all day? I mean, maybe for an hour or so, that might not be a bad idea, but, you know, it's going to get dull pretty quick. You're going to go out looking for trouble. And it's certainly possible that the more material resources and the easier they were to get that you have at your disposal, the more creative ways you're going to find to cause yourself trouble when you go out and look for trouble. And that's a testament to the human spirit, and Dostoevsky knew this. It's like, well, whatever we're here for, it isn't the utopia of equal material distribution. That's not, we're not looking to be fed and asleep, you know? And I don't know what it is that we're looking for. God only knows. Maybe what we're looking for is to continually keep looking, something like that. I mean, that's the sorts of creatures that we are. But the materialist philosophy is that, well, if you just provided for people economically, problem over. And no, wrong. I mean, most of you are, as given that you're going to be ill in one way or another, and that you're still subject to mortality and all of the terrible natural limitations that human beings are characterized by, you're about as well off as you're going to get. You know, the economic data already show that once you have enough money so that bill collectors aren't chasing you, which basically puts you, say, at the kind of in the upper reaches of the working class or maybe the lower end of the middle class, something like that, that additional money has absolutely no effect whatsoever on your self-reported well-being, which is something like a combination of positive emotion and absence of negative emotion. So you might like to think that, you know, if you were rich, your life would be better. And maybe it would be somewhat better, but it wouldn't be as much better as you might hope. And that's because you'd still have most of the problems that people have. You know, you still maybe wouldn't get along with your sister, and you'd still get divorced, and maybe you'd even be more likely to. And there'd still be illnesses that would beset you. You'd be able to deal with them perhaps with some degree of more urgency. And you'd still have the problem with what the hell your life is for and what you're doing on the planet and how to conduct yourself in the proper way. And so we don't want to be too naive about materialism, even though we don't want to be ungrateful for its advantages. Marx also believed, well, I said this already, that, you know, history was basically characterized by the war of socioeconomic groups. That's been transformed more recently into the war of identity groups, which is the same damn thing, and it's the same old wolf in new sheep's clothing as far as I'm concerned, that, you know, the best way to conceptualize human beings is, well, I don't know, whatever your damn identity is. Maybe it's sex for you, and it's ethnicity for you, and it's gender for you, and God only knows what it is for you, and, you know, and that's who you identify with, and all there is in the world, and this is the postmodernist view, is hierarchies of people in these identity groups struggling for dominion.
You know, and that's a quasi-Marxist viewpoint. It's just a variant of the bourgeoisie versus proletariat theory of history, which is a foolish theory as far as I'm concerned, and certainly not one that we need to take forward into the 21st century, although we seem, you know, destined to insist that we do. Alors ici, attention, parce que je pense qu'il y a une confusion sur différentes définitions de ce qu'on entend par matérialisme. Donc ici, je pense que Jordan Peterson confond un peu les deux, parce que tantôt il emploie matérialisme dans le sens où c'est un résultat matériel qui est visé, et tantôt il emploie matérialisme dans le sens où c'est un besoin matériel à nous qui est satisfait. Mais ce sont deux choses différentes. Si, prenons par exemple le cas suivant, si votre voisin a sa maison qui brûle, admettons que c'est un voisin avec lequel vous vous entendez bien, et vous allez l'aider à éteindre l'incendie. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est dans un but matérialiste, parce que ce que vous cherchez à obtenir, c'est l'extinction de l'incendie. Donc ça, c'est quelque chose de matériel. Ce sont des poutres, c'est du bois qui est en train de brûler, ce sont du papier qui est en train de brûler. Tout ça, ce sont des choses matérielles. Donc votre objectif est matériel. Vous serez satisfait quand cette chose matérielle sera atteinte. Vous ne serez pas satisfait quand votre voisin ira au paradis, par exemple. Non, c'est quelque chose de matériel, c'est les conditions matérielles que vous voulez pour votre voisin. Mais par contre, les motivations que vous avez d'agir ainsi ne sont pas matérielles. Ce n'est pas parce que vous aurez un édredon plus douillet ou plus de raisins pelés à manger que vous faites ça. Vous faites ça pour des raisons, on pourrait dire psychiques ou spirituelles. Donc là, attention de ne pas confondre les deux. Je pense que Jordan Peterson confond les deux. Et un autre exemple, ce serait aussi Marx lui-même. Marx lui-même a décidé d'écrire Le Capital parce qu'il était à Londres et qu'il a vu des enfants de 12 ans qui travaillaient pendant 12 heures chaque journée. Il a dit ce n'est pas possible que ça continue. Et donc il a abandonné une carrière de journaliste pour écrire Le Capital. Donc ce qu'il voulait, c'était matérialiste dans le sens où il voulait l'abolition de cette situation, mais en même temps, sa motivation à lui n'était pas matérialiste, parce que s'il avait eu une motivation matérialiste, il serait resté journaliste. Il a pris des risques et il avait une motivation autre que matérialiste en faisant cette œuvre de philosophe. Et donc si vous êtes en train d'aider votre voisin à éteindre l'incendie chez lui, et qu'un professeur de psychologie vient vous dire sur le trottoir, écoutez, ce n'est pas comme ça que vous allez résoudre tous les problèmes, il y aura encore, ça ne sert à rien d'aider votre voisin à éteindre l'incendie, de toute façon il y aura encore des problèmes de sens de la vie et tout ça. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de lui casser la figure. So he believed that the revolutionary overthrow of the oppressor class was necessary and morally demanded, and that turns out to be a little bloodier than I would say the typical Christian, Judeo-Christian ethic might require, because it doesn't require you to take up arms against your evil overlords and, well, put them in gulags and kill them by the millions, for example, and that to me seems to be an important difference. There's no, in the Judeo-Christian tradition, there's no guilt, there's no group guilt, right? You're guilty and of different things, I presume, and that's your problem, but maybe you're also innocent, who knows, you know, but whatever, it's on you. It's not a consequence of your racial heritage or your ethnicity or your gender, any of those things. It's between you and God, let's say, or it's between you and the state even, but at least it's between you and the state or God. It's not like, well, you know, your father was a factory owner, let's say your grandfather, and so it was perfectly reasonable during the
Russian Revolution and the Red Terror to vacuum you up along with your whole family and do away with you because you'd been irredeemably tainted by your bourgeoisie past. So that's another place where Marxism and Judeo-Christianity are, they're not just different, like they're opposite. You know, it's not just variant one and variant two. These are like seriously different ideas. And so here's another reason you can't be a Marxist and a Christian. Alors là, il est en train de dire qu'il y a des horreurs dans le communisme, mais on peut dire aussi qu'il y a des horreurs dans le christianisme. On peut parler pour le christianisme de l'Inquisition, des cathares, des colonies, de ce genre de choses. Et donc je pense que la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a eu des horreurs dans le communisme, mais est-ce que les horreurs sont intrinsèques au communisme ou est-ce que ce sont des accidents? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, je vais prendre le cas du christianisme, est-ce qu'on peut imaginer que dans le christianisme, les gens n'aiment pas qu'on brûle les cathares? Ben oui, on peut l'imaginer. Donc l'horreur des inquisitions contre les cathares n'est pas imputable au christianisme en lui-même. Et de la même façon, est-ce qu'on peut imaginer un communiste qui ne soit pas d'accord avec l'idée que les petits-enfants des bourgeois soient envoyés dans des prisons et tout ça? Évidemment, oui, on peut l'imaginer. Donc ce n'est pas imputable au communisme en tant que tel. Et maintenant, quand il parle de millions de morts, là aussi, attention, parce que on est en train de parler de révolution, et dans une révolution, il y a toujours des morts, mais s'il y a des morts, c'est pour éviter d'autres morts. Donc, il faut faire le bilan avec une colonne positive, une colonne négative, et si vous avez 2 millions de morts dans le bilan négatif, ben, il faut regarder combien de millions de morts cette révolution a empêché. Et alors là, vous pouvez faire la comparaison. Une autre façon de dire la même chose, c'est de dire que finalement, dans notre situation, il y a 3 possibilités. Je caricature un peu, mais bon, je pense que c'est plus ou moins valable. Il y a 3 possibilités, soit, et c'est les 3 couleurs du drapeau français d'ailleurs, soit on est capitaliste, c'est le bleu, soit on est royaliste, fasciste, c'est le blanc, soit on est communiste, c'est le rouge. Alors le communisme a fait des millions de morts, oui, mais est-ce que le fascisme n'a pas fait des millions de morts? Si, mais il en a même fait plus que le communisme. Ah, et le capitalisme, il en a fait encore plus que le fascisme. Alors, quelle est la pertinence de venir dire que le communisme a fait des millions de morts? C'est totalement hors sujet. And then there's the idea that, that Marx had, that religion was the opiate of the masses, which doesn't exactly sound like, I've always thought religion was the opiate of the masses, but communism, Marxism was the methamphetamine of the masses, let's say. Yeah, the meth of the masses. We had no idea with regards to opiates. So here's what Marx has to say about religion. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. It's interesting to me because it's not like the Judeo-Christian story was really a happy one, as far as I can tell. I mean, there was heaven, but the chances you were going to get in, man, that was low. And mostly it was fair bit of original sin, and a fair bit of you wrestling with all of your inadequacies and your proclivity towards malevolence, to pick up your cross, to bear your suffering, to understand that, there was a war in your soul between the forces of good and evil. It's like how that's an opiate is beyond me. I mean, if I was going to design an opiate that made people feel better, I'd certainly dispense with a fair bit of that. It's like, whatever you do is okay. We could start with that. There's certainly no hell. That's something we're going to get rid of right away. A little less guilt and shame would be. It can be like a hippie cult in the 1960s, with a little more marijuana and some free sex, something like that. So I don't really understand the illusion idea. There is Marx's criticism, I suppose, of the belief of the great Father in the sky who
who still doesn't seem to me to be that, like, he's sort of still kind of a nightmarish creature, all things considered, since at least in principle he's keeping track of everything you do, even more than you are, and that's not such a good thing, but whatever. So it's a foolish criticism, as far as I can tell. It doesn't matter, he still criticized it. The criticism of religion is therefore in embryo the criticism of that veil of tears of which religion is the halo. Criticism, meaning his, has plucked the imaginary flowers on the chain, not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower. That's something that plenty of Marxists did, I can tell you. The criticism of religion disillusions man so that he will think, act, and fashion his reality like a man who has discarded his illusions and regained his senses, so that he will move around himself as his own true sun. S-U-N. Yeah, well, that's Marxism in a nutshell, all right. I mean, that's the fundamental definition of pathological narcissism. So that he will move around himself as his own true sun. Right. Religion is only the illusory sun which revolves around man as long as he does not revolve around himself. And you know, generally, don't we use that as an insult? He only revolves around himself. Isn't that an insult? And isn't there a reason for that? Don't we assume that there's something that you should be revolving around that isn't just yourself? You know, and it could be many things. You know, it could be, well, someone you love. That would be a start. Could be a child. Could be your partner in life. It could be your family in extension. It could be your community. It could be some noble ideal that you're trying to serve. It should be something other than you as the primary center of the universe around which, well, you and presumably everything else revolves. So I don't really see that as a particularly wise, what would you call it, philosophy. And as it manifested itself in the world, you know, I would say Stalin probably revolved around himself quite nicely, and don't you think? I mean, if you had to pick someone who was revolving around himself, it would be a pretty decent competition between Mao and Stalin, and that didn't seem to be for the best. So that's something to consider as well. The Marxists believe that religion hindered human development, and the Soviets and the Maoists instituted state atheism, apart from the worship of their leaders, of course. And then I'm going to read you a poem by Marx. This is a good one. I found this a while back. God, it's a rough poem. Alors ici, ça devient un peu inquiétant parce qu'apparemment Jordan Peterson ne comprend même pas la phrase « la religion est l'opium du peuple ». Il fait comme si ce que Marx voulait dire, c'est que tous les éléments de la religion sont soporifiques et endorment les gens. Mais ce n'est pas ça que Marx dit. Ce n'est pas un slogan, la religion est l'opium du peuple. C'est une phrase qui est dans un contexte. Et donc il parle du bonheur illusoire. Donc, ben oui, imaginons que ce petit garçon qui travaille dans les mines 12 heures par jour, on lui dise, donc pendant qu'il est en train de travailler 12 heures par jour, les chrétiens sont en train de lui dire, oui, mais tu vas aller au paradis et tout ça, et donc ils sont en train de le consoler et de détourner son attention d'une éventuelle révolution en lui mettant du baume sur ses plaies et tout ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bonheur illusoire, on parle d'hommes comme le paradis et des choses comme ça, qui font croire au garçon qui n'a pas à se rébeller et qu'il est tout à fait bien comme ça et qu'il faut avoir du respect pour ses supérieurs et ce genre de choses-là. Ce sont ce genre de choses-là qui endorment le garçon. Alors, Jordan Peterson a lu la phrase qu'il y avait après « La religion est l'opium du peuple ». Je propose de lire la phrase qui est avant aussi, donc ça permet d'un peu prendre du recul par rapport au côté slogan. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel.
moi, je trouve que c'est quand même assez clair. Donc, je ne vois pas comment ça se fait que Jordan Peterson ne comprend pas ça, je ne sais pas. Donc, il y a ici une opposition entre au nom de quoi est-ce que Marx demande l'abolition de la religion. Ce n'est pas au nom de son ego, c'est au nom de l'esprit. Il dit la religion est l'esprit de condition sociale d'où l'esprit est exclu. Et donc Marx défend l'esprit contre une société qui a perdu l'esprit. Il ne fait pas ça au nom de son ego. Et donc ça change tout. Et est-ce que tout cela est si différent du judéo-christianisme? Le judéo-christianisme, c'est pas seulement une histoire de dogme, c'est aussi une histoire vivante. Et la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sinusoïde, une fluctuation comme ça, entre des périodes où ça va bien et des périodes où ça va mal. Et les périodes où ça va mal, c'est souvent que le roi et les prêtres commencent à s'accaparer une religion et à instrumentaliser une religion pour leur propre pouvoir, et cela se fait au détriment de la justice, au détriment de la paix, ce genre de choses. Et alors, Dieu suscite des prophètes qui vont remettre les choses à nouveau dans l'ordre. C'est un peu ça la Bible. Et donc, l'opposition de l'esprit contre la religion, contre les abus de la religion, c'est quelque chose qui est très judéo-chrétien. On voit ça dans les prophètes. Et donc Marx n'est pas totalement déconnecté de cette tradition, pas du tout. Il est au plein cœur. Et pour le Nouveau Testament, c'est à peu près la même chose. Quand Jésus fait le discours sur la montagne, quelque part, il s'en prend aux pharisiens, parce que tout le discours sur la montagne est un peu orienté vers les pharisiens, et il accuse les pharisiens de quoi? D'avoir instrumentalisé la religion au profit de leur propre gloriole personnelle. Les pharisiens se servent de la religion pour se mettre en valeur socialement. Et Jésus donc vient à nouveau défendre l'esprit de la religion contre quelque chose qui s'est figé et qui est devenu quelque chose de psychologique, de social, quelque chose d'humain, un rapport de force. Alors qu'avant, il y avait une exigence de pureté et de justice et de beauté, d'exigence et tout ça. Et pour finir, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué à propos du plan de ce que nous a dit Peterson. Donc, il y avait d'abord l'introduction où il nous parlait des contradictions de Jung. Et ensuite, il y avait 4 points. Le premier, il parlait de l'individualisme. Le deuxième du matérialisme, le troisième de la violence et le quatrième à nouveau de l'individualisme. Et donc quand on prend le premier et le quatrième, c'est un peu le même thème. Dans le premier, il disait que le marxisme rejetait l'individualisme et tout ça, qui donnait le primat au groupe et qu'il n'y avait pas de liberté, pas d'individu. Et puis dans le quatrième, qu'est-ce qu'il dit? Que dans le marxisme, il y a trop d'individualité, qu'on tourne autour de soi-même et ce genre de choses-là. Donc en fait, le premier et le quatrième disent des choses opposées. And they won't notice that they're intellectually incommensurate. Et là, c'est difficile de ne pas penser à ce que Peterson disait au début à propos des contradictions qui ne sont pas conscientisées. Donc, pourquoi est-ce qu'il a ces contradictions-là? Parce qu'il a lu dans des livres des choses contre le marxisme et qu'il n'a pas fait l'effort d'avoir son aventure et de lire des textes de Marx pour voir si les informations qu'il avait étaient vraiment bonnes ou pas. Il reste sur un savoir qui est livresque et il ne se rend pas compte il n'a pas une expérience du réel qui lui permet de remettre ses idées en ordre. Il en reste à une sorte d'a priori comme ça, négatif. Et il vient constamment buter contre le marxisme en se posant toujours la question, mais qu'est-ce qui cloche avec le marxisme? Qu'est-ce qui cloche avec le marxisme? You know, maybe you think every woman is your mother, and you haven't noticed that you think that, and that you know, and it is something that people think because mothers are women, and it's not a bad initial template, but you know, you got
you got to modify it to some degree. And you know, if that's an unconscious idea that you have and you continue to play it out, you may run into your continual, habitual negative experience with women, and you'll wonder what the hell is wrong with women, but it isn't the women that has the problem, it's you. And you know, if you run into problems with women all the time, then it's highly probable that the problem is you. So